Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir notre cher ami, l'activiste associatif libanais Haïder Mohajer. Nous souhaitons aborder avec lui le sujet de violence entre Palestiniens au Liban, surtout surtout suite aux événements du camp des réfugiés palestiniens à Ain el-Helwa. Quel impact sur la région? Merci infiniment, Monsieur Haïder Mohajer, d'avoir accepté notre invitation. Quelle est la situation actuelle dans le camp des réfugiés palestiniens à Ain el-Helwa? Bon, d'abord, je vous salue. Je salue également toutes les personnes qui assistent avec nous cette entrevue. Et puis, voilà, nous les remercions. Et puis, je vous remercie spécialement vous, frère Abdel Jalil, pour les efforts que vous mettez pour éveiller la conscience et pour mettre tout le monde devant sa responsabilité. Donc, actuellement, bah, vous savez, le camp de Ain el-Helwa, qui est un camp palestinien existant au Liban, à côté d'autres camps aussi de réfugiés palestiniens. Ce camp se trouve du côté de la ville de Saïda. Les derniers événements, ils ont du haut et du bas. Parfois, il y a cessez-le-feu, parfois, ce cessez est violé, et puis il n'y a pas de respect aux engagements, etc. Donc il y a une volonté de vouloir apaiser la situation de la part de plusieurs influents la politique libanaise. Mais chaque fois, on arrive à trouver, à signer ou à accepter une accalmie. Et tout de suite, comment dirais ça s'enflamme de nouveau et puis les combats commencent. Ce qui montre qu'il y a une volonté derrière qui veut absolument allumer le feu dans ce camp en préparation de plans beaucoup plus grands. C'est la situation actuelle. Vous Donc, il y a eu des accusez, morts. vous accusez quelle partie? Parce qu'on entend souvent des accusations différentes. Il y a une partie des Libanais qui accuse Hezbollah, les autres parties pro-Hezbollah accusent les autres forces pro-saoudiens, etc. Il y a des accusations sérieuses contre Israël. Israël, il est en train d'instrumentaliser via l'infiltration dans le contexte palestinien pour d'abord menacer la sécurité déjà fragile de Liban et menacer la cohabitation aussi entre les différentes ethnies en Liban. Il y a des accusations aussi contre l'autorité palestinienne, puisque avant quelques jours de ces événements, il y avait cette visite mystérieuse du chef des services de renseignement de l'autorité palestinienne. On évoque souvent que l'autorité palestinienne qui est devenue le chien de garde d'Israël, il est tombé dans ce piège d'instrumentalisation de servir des intérêts d'Israël. Vous accusez quelle partie, M. Mohajer Haïder? Là, le premier accusé, bien sûr, c'est Israël avec les Américains derrière. Et au niveau local, certainement, c'est l'autorité palestinienne qui est en cause dans cette responsabilité, puisqu'il y a une sorte comment dirais, de synchronisation entre les tentatives israéliennes pour toujours déstabiliser la situation du peuple palestinien afin de l'empêcher de mener sa résistance contre cette occupation. Ça, c'est clair. Pourquoi on porte cette accusation? D'abord, premièrement, la venue, comme vous venez de dire, de responsables des renseignements généraux de l'autorité palestinienne si vous voulez, c'est l'étincelle avec laquelle les problèmes sont commencés. Et puis, pour comprendre davantage la situation, pour vraiment comprendre et saisir ce facteur qui est israélo-autorité palestinienne, si vous voulez, ce facteur euh, dépend de la situation au Liban. Au Liban, vous savez très bien qu'il y a une résistance. Ça, c'est une réalité reconnue par tout le monde, l'ami et l'ennemi, Israël et les Américains et les amis, les Syriens, les Iraniens. Tout le monde reconnaît qu'il y a une résistance contre Israël. Et cette résistance a réalisé
a réalisé des prouesses uniques dans l'histoire de la lutte contre l'occupation israélienne. Et donc, il faut, d'une façon ou d'une autre, étouffer cette résistance et y mettre terme. Alors, on a essayé beaucoup de manigances, de méthodes, n'est-ce pas, de pression, d'embargo, n'est-ce pas, et des guerres aussi également, mais on n'est jamais arrivé, ils sont jamais arrivés à non pas anéantir cette résistance et encore moins l'affaiblir. Ils ne sont pas arrivés même pas à l'affaiblir. Donc, Mais il y a une alors, partie de la population libanaise qui disent que basta, ça suffit d'utiliser le Liban comme un front de confrontation avec Israël. Le Liban, depuis les années 70, il a payé la facture trop chère sur sa stabilité. Ça suffit maintenant, ça suffit. On a marre de Hezbollah, on a marre de l'Iran, on a marre de cette confrontation entre l'Iran et les Saoudiens. Il faut chercher seulement l'intérêt libanais. On a marre même de l'existence des camps des réfugiés palestiniens, etc. Quelle est votre réaction, Haïdem vous Mohamed? savez, vous savez, c'est une parole qui vise à encenser et à empêcher de voir, en fait. Parce que la réalité, ce n'est pas le Liban qui est utilisé comme un front contre Israël. Le liban, il est agressé par Israël depuis 1948, même avant que les Iraniens arrivent sur place et avant que le Hezbollah arrive sur la scène. Le Liban est un pays agressé par Israël d'une façon constante depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Et Agressé le et Liban occupé, a hein, dans une partie occupée. voilà, le C'est resté Liban, pas. Oui. c'est-à-dire depuis 1948, il y a une partie du territoire libanais qui est occupée par Israël et Israël n'a jamais voulu reconnaître cette occupation ni rendre ces territoires. Et on sait très bien que toujours au Liban, depuis toujours, depuis l'existence de l'Israël, le Liban subit des violations son territoire, comment dirais-je, à ses eaux nationaux, à son air par l'aviation israélienne. Combien de fois, vous ne pouvez pas énumérer les fois où Israël est venu au Liban avec des opérations commando pour tuer des personnes, tout simplement parce qu'il s'exprimait contre l'occupation israélienne. Et nous savons très bien tous qu'en 1982, Israël a envahi le Liban, a occupé même la capitale libanaise Beyrouth, et ils ont même obligé les Libanais à accepter un président nommé par Israël sur la tête. Vous savez, donc c'est une réalité. Le Liban n'est pas utilisé par personne contre Israël. Le Liban, il est agressé. Et il y a une partie de la population libanaise qui prend la résistance comme moyen de défense. C'est ça la réalité. On se défend. Il n'y a pas Lorsqu'Israël cette occupait le possibilité de Liban, réaliser, il n'y a pas cette possibilité de réaliser parce que il y a aussi une partie des Libanais, surtout le côté chrétien, maronite, disent, écoutez, Bachir Jmaïl a été liquidé, a assassiné, avec lui, on a liquidé ce rêve de réaliser la paix avec Israël via la normalisation. Vous pensez que la normalisation, maintenant qui a été faite par l'Émirat, par l'Égypte, par le Maroc, etc., peut servir à réaliser ce paix dans le contexte libanais ou non? vous savez, On constate d'abord l'échec de cette normalisation dans la réalisation de paix sur le territoire palestinien. Il y a toujours cette tentative de liquider les Palestiniens, d'agresser le peuple palestinien. On a vu les actes du camp de Jenin, on a vu cette tendance d'accélérer l'occupation via les colons, etc. Qu'est-ce que vous pensez? regardez d'abord pour comprendre la position actuelle de ce courant de droite libanaise, de courant, si vous voulez, qui est en grande partie représenté par les Maronites et une bonne partie aussi des autres communautés. Hein, si on n'est pas contre une communauté par rapport à une autre.
il y avait un courant, si vous voulez, au Liban depuis des décennies. C'est un courant pro-occidental, pro-américain, pro-israélien, etc. Et ce courant, de la même façon que se comporte n'importe quel courant dans le monde d'une façon extrémiste droite, ce courant se comportait de la sorte. Au Liban, les maronites qui ont eu le pouvoir dans le pays, dans le Liban, depuis le colonialisme français, lorsque le Liban a été un pays colonisé, on a laissé le Liban avec des sortes de familles ou bien des communautés qui gouvernaient et qui, eux, les mêmes aussi, qui étaient aussi, si vous voulez, coopérants avec le colonialisme, avec la France. Donc, ces gens-là, ce sont les gens à qui la France a cédé le pouvoir, leur a donné l'autorité et le pouvoir dans le Liban. Il y avait une grande population libanaise qui était écrasée, qui était privée de beaucoup de ses droits. En face, il y avait une minorité, si vous voulez, de quelques communautés, bien sûr, à leur chef, les maronites, qu'on appelle le maronisme politique à l'époque, on l'appelait, et puis ils gouvernaient le pays avec le sang et le fer. Il y avait ce qu'on appelle le deuxième bureau, qui était une sorte de renseignement, de chef de renseignement qui opprimait quiconque. Et puis à l'époque, on donnait l'image du Liban que c'était la Suisse de l'Orient, parce qu'on voyait de Liban, on ne voyait du Liban que les boîtes de nuit, les plages avec les gens qui passent des temps agréables de vacances, et puis on oubliait tout le reste du Liban qui est opprimé. Ce courant-là, suite à certaines, si vous voulez, perturbations politiques euh, au Liban, parce qu'il n'avait plus le moyen de maintenir la mainmise sur la population libanaise, notamment après l'entrée du facteur palestinien après 1973, 73, parce que les Palestiniens ont été pourchassés, parce qu'il y avait au Liban, depuis 48, il y avait des camps palestiniens. Mais en 1973, il y a eu, si vous voulez, le problème en Jordanie où on a pourchassé les Palestiniens de la Jordanie. Donc, il y a une accumulation de réfugiés davantage au Liban, ce qui a fait que le facteur palestinien est devenu assez important au Liban. Alors, ce facteur, c'est-à-dire cette présence de réfugiés palestiniens qui avaient, eux, leur cause à laquelle tous les musulmans du monde, et les Arabes et les musulmans, y participent et ils encouragent, ils soutiennent. Donc, forcément, ils avaient une présence, si vous voulez, au Liban. Et du coup, ça a déstabilisé un peu la situation par rapport à cette force de droite qui maintenait le pouvoir d'une façon exclusive au Liban. Alors, ces gens-là, qui étaient des oppresseurs à la population libanaise en général, et qu'ils se sont dressés dès le début contre la cause palestinienne et contre l'intérêt des Palestiniens et contre le droit des Palestiniens, c'est eux-mêmes qui sont maintenant, ils poussent vers ce qu'on appelle la normalisation. C'est-à-dire, eux, ils voient dans la normalisation non pas la résolution du problème palestinien, ils voient de façade, ils disent oui, nous voulons résoudre le problème, mais dans la réalité, ils veulent réaliser cette normalisation qui finalement, elle est pour qu'elle favorise l'occupant, qu'elle favorise l'oppresseur. Ils sont en train de opprimer davantage ce peuple palestinien et y compris le peuple libanais. Parce que le Liban n'a pu connaître la paix qu'après qu'il a pu mettre en place une résistance. Moi, personnellement, je me souviens, n'importe quelle personne qui a d'un âge d'une trentaine, quarantaine d'années, et il se souvient qu'au Liban, on était tous les jours bombardés par les Israéliens. Nos enfants avaient peur. Il y a beaucoup de gens qui sont choqués psychologiquement, qui sont traumatisés jusqu'à aujourd'hui à cause de ces va-et-vient des avions militaires israéliens qui sillonnaient le ciel libanais tous les jours, plusieurs fois. Et que les Libanais, y compris les Palestiniens, ou même ces chrétiens, enfin, pardon, ces maronites-là, avec leur tendance de droite, avec avec leurs sympathisants, savaient très bien qu'eux-mêmes n'avaient pas la paix jusqu'à que la résistance a pu se mettre à pied pour faire face à l'occupant israélien. C'est ça la réalité. Donc, lorsqu'on parle de normalisation de relations, c'est-à-dire on parle d'une trahison de plus des peuples de l'Orient, pas seulement de la cause palestinienne, de nos peuples, parce que nous, on ne pourrait jamais trouver la paix au Proche-Orient. Jamais même tant que cette occupation persiste dans son injustice envers les autres populations. Et ils veulent pas, eux, ils veulent dominer, ils veulent pas coopérer, ils veulent pas vivre avec les autres. Regardez les accords d'Oslo.
C'était quoi la cause? Le peuple palestinien s'est révolté contre l'occupation israélienne en 1986-87. On sait très bien cela. Et que l'armée israélienne et la police israélienne n'avaient aucun moyen de réprimer la population palestinienne qui se soulevait à l'époque avec les pierres. Et on voyait à l'époque comme si c'était les Intifada. Palestiniens sont devenus David et que les Juifs sont devenus, si vous voulez, Goliath. C'est-à-dire que c'est le mauvais, le méchant, c'est devenu Israël et le bon, c'était David qui lançait ses pierres contre Goliath. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché une solution. Ils ne pouvaient plus faire face à cette population palestinienne en révolution pour ses droits, pour son droit d'existence, son droit humain. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce complot, cette manigance, cette ruse d'accord d'Oslo, suite à laquelle on a triché, on a fait semblant, et Yasser Arafat à l'époque, en son commandement qui se trouvait en Tunisie à l'époque, on leur a dit, écoutez, on va vous donner un pays, on va imposer à Israël la solution de deux États séparés, un État pour les Palestiniens et un État pour les Israéliens, et il y aura la paix. C'était quoi le résultat? Le résultat, avec toutes ces signatures, ces engagements, avec les plus grandes autorités dans le monde, d'ailleurs, cet accord d'Oslo a permis de donner soi-disant le prix Nobel à Rabin, à l'époque c'était, comment il s'appelle, le président israélien, bon, le président américain, pardon. Donc il y a eu vraiment, Clinton, oui, Clinton. le Clinton, on a eu vraiment l'impression que vraiment il va y avoir une paix. Mais c'était quoi le résultat? C'était une tricherie continuelle jusqu'à aujourd'hui. Même les territoires qu'on a signés, comme quoi ils doivent appartenir à la population palestinienne, ils sont maintenant traversés partout par les colonies, comment dirais-je, illégales, reconnues par les Nations Unies et par toutes les autorités légales dans le monde. Et en plus, on a réussi à faire pire, à faire en sorte que l'autorité palestinienne devient, devient quoi? Devient, si vous voulez, un fouet, un moyen de répression contre le peuple palestinien à la solde d'Israël, au service Un chien de d'Israël. garde. Les Palestiniens qualifient leurs autorités de chien de garde d'Israël. Oui. Chien de garde, voilà, voilà, chien. C'est Oui. pire, c'est un chien enragé qui mord à gauche, à droite. Dernièrement, là, ces derniers jours, lorsqu'on a vu les combats à Jénine, les, les, les Palestiniens ordinaires se vendent, se défendent, se défendent contre la violation de leurs droits. Les soldats israéliens viennent dans leurs maisons, comment dirais-je, agresser les femmes, les enfants, toutes les familles. C'est normal, un Palestinien, il va se défendre. Alors eux, ils commencent à se défendre. Alors les Israéliens, ils ont vu que le coût était très cher, ils ne pouvaient pas continuer. Ils se sont retirés pour donner la place à l'autorité palestinienne qui est en train de réprimer la population de Jénine. Vous vous rendez compte? Le C'est vraiment... fameux, le fameux leader politique, On parle de normalisation. Oh, pardon? oui, le fameux leader politique libanais Walid Jumblat a appelé à enlever l'arme palestinienne parce que cette arme est utilisée contre le Liban pour la déstabilisation du Liban. Il a qualifié ça, c'est une arme de banditisme, de déstabilisation. Mais les Palestiniens, ils disent, écoutez, cette arme, c'est notre existence. Si vous enlevez cette arme, vous nous livrez à notre ennemi. On vous rappelle les massacres Sabra et Shatila. Qu'est-ce que vous disiez, Haïdar Mouhajer? Vous savez, Walid Jumblat, d'abord, c'est honte à lui, ce personnage-là. Parce qu'il fait honte à son père. Son père, maintenant, les autres, son père, sont en train de se tourner dans la tombe parce que son père, Kamal Jumblat, bien que je ne suis pas d'accord avec sa ligne politique et idéologique, mais c'était un homme c'était un homme comment dire, de Nationaliste. défense, de nationalisme. C'était un homme qui a défendu la cause palestinienne. Et maintenant, Walid Jumblat, il vient au lieu de dire qu'il faut protéger les Palestiniens, leur laisser mener leur combat juste contre l'occupation israélienne, il vient présenter ou bien proposer d'enlever des armées. Lui-même, Kamal Jumblat aussi, il est contre les armes de la résistance. Les armes de la résistance, c'est-à-dire la résistance libanaise, qui n'utilise ses armes que pour défendre le pays. Et lui-même aussi, il est pour enlever les armes. Donc lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tout le monde soit désarmé pour pouvoir les égorger comme il veut.
comme ils faisaient du temps de la guerre civile libanaise, lorsqu'on égorgeait les gens en fonction de leur identité. Vous savez, Kamal Jumblat lui-même, son parti et son courant a participé dans la guerre civile libanaise sauvage, qui n'épargnait qui essaie de diviser les gens entre musulmans et chrétiens. Alors, d'un côté, les phalangistes, c'est-à-dire à leur tête, les phalangistes et la famille Gemayel et Jarjah aujourd'hui, qui se présente comme un homme politique de paix, alors que ce sont des criminels de guerre, y compris Walid Jumblat. Eux, les phalangistes d'un côté, ils égorgeaient les musulmans parce qu'ils avaient une carte d'identité sur laquelle il y avait un prénom musulman. Et lui, Walid Jumblat, il égorgeait les chrétiens parce qu'ils avaient une carte d'identité sur laquelle il marquait, par exemple, Georges ou je ne sais pas, ou Jean ou quelque chose. Non, ce sont des criminels de guerre, mon frère. Les gens à l'extérieur ne les connaissent pas, mais ce sont des criminels de guerre. Ils doivent tous se mettre de côté et laisser le peuple libanais se débrouiller, comment se défendre, comment résoudre ses problèmes économiques et de vie en général. Ce sont des princes de guerre qui ont fait leur réputation. Et les Libanais, de toute façon, les connaissent tous. S'ils Oui, sont existants encore sur la scène libanaise, c'est parce qu'il y a une volonté internationale qui veut les imposer sur la population. De la même façon que dans n'importe quel pays du tiers-monde, là où il y a ce qu'on appelle les républiques bananières, il y a une autorité internationale, une superpuissance qui impose que voilà, c'est le chef, vous devez l'accepter. Et vous ne pouvez pas l'enlever parce qu'il est là, parce qu'il est soutenu par les Américains, par les Français, par les Anglais, par les forces multinationales. Il est là, voilà, vous ne pouvez pas l'enlever. Jamal oui, Dombla, si par exemple la population libanaise avait la liberté vraiment de choisir, elle mettrait tous ses chefs politiques dans la poubelle. Hein. oui. Ma dernière question, quelle est, d'après votre vision, les perspectives pour le Liban? Est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste pour le Liban? Moi, je suis optimiste dans la mesure où, euh, dans le temps, autrefois, la population libanaise était une population, si vous voulez, qui n'avait pas droit de décision dans son entièreté. Donc, on pouvait, les gens, c'était comme des sujets, des pions, que personne n'avait la volonté de dire quoi que ce soit. Donc, on décidait pour nous, on décidait pour la population, on décidait pour la région, on décidait pour... Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, les décisions n'appartiennent pas seulement aux puissances de l'arrogance mondiale. Maintenant, Israël et les Américains et les Français et les Anglais et tous les gens ne peuvent pas dire au peuple libanais en lui dictant tu dois faire ça ou tu ne dois pas faire ça. Non, ce n'est plus le cas. Maintenant, il y a une résistance. Et cette résistance, elle est vivante, elle est présente sur le terrain, elle a ses pierres, ses racines, n'est-ce pas? Elle s'inspire de son passé glorifique, très ancien. C'est son pays. La résistance libanaise, c'est une résistance du Liban dans l'appartenance, si vous voulez, ethnique ou bien morale ou politique ou religieuse ou linguistique, tout ce que vous voulez, ça remonte à des siècles. C'est pas une résistance qui vient de l'étranger et que voilà, on peut s'en libérer facilement. Non, la résistance continuera. Et cette résistance, elle soutient la cause du peuple palestinien dans tous ses États, que ce soit dans les camps de réfugiés, ou bien en Palestine, ou bien dans le territoire occupé de Cisjordanie, ou bien dans le monde, cette résistance est une résistance authentique. C'est une résistance originale. C'est une résistance qui est fidèle à sa nature de résistance contre l'injustice et contre l'oppression pour la justice et pour le droit. Et donc, de ce point de vue, je suis optimiste. Mais de l'autre côté, bien sûr, on sent une certaine désolation. Comment ces agressions donnent lieu à tuer des gens innocents. Et puis on continue à faire des complots. Chaque fois, on finit d'une carte, il y a une autre carte qui vient, et ainsi de suite, malheureusement. Mais grâce à Dieu, nous sommes là, nous sommes forts, nous continuons notre combat. Et finalement, la justice triomphera, hein, triomphera. Merci infiniment, Tous cher les ami. peuples du monde, regardez par exemple la France. La France était occupée par les nazis. Ils ont résisté, ils ont trouvé leur liberté. Que nous soyons d'accord avec eux ou pas d'accord, comment ils mènent leur politique, c'est une autre dimension. Mais les Français, ils sont libres actuellement, ils sont dans leur pays. Et pourquoi les Libanais n'ont pas le droit à ça? Ils ont le droit. Les Palestiniens, ils ont le droit aussi à ça. Tous les peuples du monde, ils ont le droit à avoir leur pays, avoir la paix, la tranquillité dans leur pays et mener leur politique comme ils le veulent, comme ils l'entendent.
Merci infiniment, Haïdar Mohazer, l'activiste associatif C'est à moi de te remercier et puis associatif je salue tout le libanais. monde qui les a entendus, qui les Merci. entendra plus tard. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci infiniment. Vous étiez avec nous. Vous avez évoqué la situation sécuritaire actuelle en Liban. Merci infiniment et à la prochaine rencontre. Ok, entendu. À la prochaine, bientôt. Au revoir. Merci.